vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, je crois, à mon avis, même si je ne suis pas là depuis le début de l'après-midi, que le terme de confiance entre l'État et le bloc communal, et de façon générale entre l'État et les collectivités territoriales, a dû être usité, et c'est normal, parce qu'il y a un besoin de renforcement de confiance entre l'État et les collectivités territoriales, et entre l'État et le bloc communal de façon plus particulière en ce qui nous concerne cet après-midi. La confiance, il faut la renforcer, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle a été démontrée ces 5 dernières années, et vous me permettrez, en tant que représentant du candidat Emmanuel Macron, par définition, le président sortant, de faire de la présentation du projet également une défense du bilan. Et vous me permettrez aussi, par ma fonction de rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, d'y mettre un prisme finance locale, si vous me le permettez, puisque c'est ce que je connais le mieux. La confiance, d'abord, elle ne se décrète pas. Il n'y a que des preuves d'amour, en finance locale particulièrement. Je pense que vous en êtes tous d'accord. Et je crois que nous avons su la démontrer d'abord entre 2017 et 2020 à travers des promesses tenues, avec parfois quelques malentendus aussi. Moi, je ne suis pas là pour vous faire un grand autosatisfecit. Je crois qu'il y a eu des promesses tenues avec parfois des malentendus. La première promesse tenue, c'est le respect du maintien de la DGF. La DGF, nous avions mis dans le programme de 2017 qu'elle serait stabilisée pendant le quinquennat. Ça a été le cas en moyenne sur le territoire national. Je sais que certains d'entre vous, certaines communes, c'est le cas dans ma circonscription du Val-de-Marne, ont eu des DGF en baisse, voire en forte baisse, du fait des péréquations notamment horizontales. Mais la confiance, il faut aussi l'expliquer par le respect de la parole tenue, et la DGF, c'est plus qu'un symbole, c'est probablement le nerf de la guerre de la confiance, et si parfois cela a mal été compris sur le terrain, encore une fois j'en suis le témoin vivant, il faut bien le rappeler que les systèmes de péréquation ont pu créer des différences de dotation, mais que l'ensemble de la DGF a bien été maintenu. Une promesse tenue, c'est aussi quand on dit qu'on va supprimer la taxe d'habitation. Alors le programme 2017, c'était 80%, finalement c'est 100%, avec la compensation à l'euro près. Là aussi, je ne suis pas dupe, je sais qu'il y a pu y avoir quelques malentendus. Pourtant, par le dégrèvement d'abord, puis par le transfert de la TFPB du bloc départemental ou intercommunal sur la commune, il y a bien eu compensation à l'euro près, ou par le coefficient correcteur, un mécanisme de compensation ultérieur. Ça, c'est très important parce que sur le terrain, évidemment, quand on est député ou représentant de l'État, on voit bien qu'il y a besoin de ce respect de la parole tenue pour pouvoir continuer à présenter un certain nombre de mesures si on veut que le président de la République soit réélu, ce qui est, ça ne vous étonnera pas, mon cas. La promesse tenue, c'est aussi de ne pas bousculer un certain nombre de produits fiscaux établis, dynamiques, je pense à l'IFER notamment, et croyez-moi, comme rapporteur général du budget, c'était une bataille pour la maintenir, et je crois que les collectivités, et les EPCI en particulier, étaient très attentifs à cela. Alors une fois qu'on a respecté ces promesses jusqu'à la crise, il y avait un défi absolument majeur, c'était celui de protéger le bloc communal pendant la crise. Alors, j'ai entendu une partie du propos précédent de Xavier Bertrand, je suis partiellement d'accord avec lui, il faut de l'autonomie financière, puisque l'autonomie fiscale à proprement parler n'est pas dans notre Constitution, il faut de l'autonomie financière. À ce titre, on pourrait considérer que l'État n'a pas à venir en secours permanent des situations de baisse fiscale des collectivités territoriales. Et pourtant, pendant la crise, à situation exceptionnelle, évidemment, réponse exceptionnelle. Donc oui, le filet de sécurité qui a été adopté lors de la 3e loi de finances rectificative de 2020 comportait cette compensation de pertes fiscales et domaniales. Pour les AOM, c'était même de la compensation un peu plus tard de pertes tarifaires par de l'avance remboursable. Bref, sécuriser le panier de recettes perdues par de la compensation votée à l'Assemblée nationale. C'était tout à fait logique et cela a été fait. Et cela a été fait particulièrement pour le bloc communal qui était au prorata, probablement le bloc de collectivités qui souffrait le plus du fait de dépenses complémentaires et de moindres recettes. Et puis, cette confiance pendant la crise, elle s'est matérialisée. On a appelé ça le couple maire-préfet. En tout cas, elle s'est matérialisée sur le terrain. Moi, je voudrais remercier l'ensemble des élus locaux qui ont œuvré pendant la crise à aider pour la distribution de masques, pour l'organisation de la vaccination, pour l'organisation de l'aide alimentaire. Ça a été un travail absolument remarquable, transpartisan,
Et je crois qu'on peut utiliser aussi dans notre tête ce souvenir pour essayer de s'en servir comme modèle à l'avenir dans la capacité à travailler ensemble. Et puis, la protection, bloc communal ou régie communale, il fallait aussi que ça aille de pair avec une relance commune. L'aide à l'investissement était évidemment attendue, et donc là-dessus, plus de déciles, plus de DETR a été décidé lors des PLFR, notamment 1 milliard en 2020 et un peu plus de 800 000 au total sur 2021. Et cette aide à l'investissement local, évidemment, est une clé, j'y reviendrai un peu plus tard, est une clé absolument fondamentale de notre capacité à rebondir après la crise. Alors, s'il me reste 1 minute 17, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut garder et renforcer la confiance pour demain. Dans le programme qu'Emmanuel Macron a présenté à la presse jeudi dernier, il y a la poursuite de la baisse des impôts. Alors, le bloc communal a connu la suppression de la TH, j'en ai parlé. Si Emmanuel Macron est élu, il connaîtra effectivement la suppression de la CVAE aussi. J'en entends murmurer. Je comprends, vraiment je comprends et sans aucune polémique. La baisse de la fiscalité pour un certain nombre de contribuables économiques ou particuliers a des impacts sur les collectivités locales. Il ne faut pas s'en cacher. Mais si c'est fait sur la CVAE, c'est fait aussi parce que c'est un impôt sur lequel il y a peu de levier de décision locale, et surtout c'est fait, évidemment, je préfère rassurer tout de suite là-dessus, par une compensation plus qu'intégrale parce que dynamique, pas de la TVA comme nous l'avons fait sur les régions, nous verrons, mais en tout cas, il est indispensable de rappeler qu'en aucun cas les finances locales du bloc communal ne seront impactées à la baisse par la suppression de la part de CVAE annoncée par le président de la République. Il n'y a pas que les finances locales dans la vie, il y a aussi la confiance par les compétences et par la clarté dans les compétences. Dans le programme d'Emmanuel Macron, vous avez pu lire « Une mission, un responsable ». Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule ? Clarification. La clarification peut se faire notamment sur la compétence logement, peut-être que j'y reviendrai si vous avez des questions là-dessus, en confiant davantage la compétence au bloc communal. Pourquoi ? Parce qu'il y a la connaissance du terrain, il y a la capacité à mieux s'adapter au local, et là, pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'a dit Xavier Bertrand avant, une possibilité, si besoin, de déroger par l'expérimentation, comme nous avons déjà pu le faire par le passé, si les situations locales le demandent et si la compétence est pleinement assumée par rapport, évidemment, à des moyens financiers adaptés en face. Donc, plus de clarté dans les compétences, plus de moyens, évidemment, pour pouvoir assumer ces compétences, c'est aussi dans le programme que je représente au nom d'Emmanuel Macron cet après-midi. Sur le plus long terme, juste une mesure, parce qu'elle n'est pas telle quelle dans le programme, puisqu'elle est déjà lancée. N'oubliez pas aussi sur la TFPB la révision des bases de valeur locative, qui est une réforme qui est longue à mettre en œuvre, mais qui est une réforme essentielle, importante, notamment pour vous, parce que je sais que le lien distendu entre les collectivités locales et les contribuables, tous, particuliers comme entreprises, fait craindre une incapacité sur le terrain à garder justement cette connexion, cette capacité d'attractivité, ou en tout cas cette autonomie financière / fiscale qui est souhaitée, même si, encore une fois, dans les textes, elle n'est pas consacrée. Donc cette réforme-là de la base des valeurs locatives, elle est extrêmement importante pour rassurer sur le fait que non, il n'y a évidemment pas de projet de suppression de TF, et je conclus là-dessus. C'est le temps des questions, notamment sur ça. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Nathalie Appéré. Bonjour Madame le maire. Monsieur Saint-Martin, vous nous avez parlé finances, vous nous avez parlé compétences, mais au fond, finalement, quelle conception défendez-vous des relations entre l'État et les collectivités? Quel rapport, quel rôle respectif et peut-être plus généralement, quelle vision d'un nouvel acte de décentralisation ou pas? À nouveau, je crois qu'il faut clarifier. Clarifier les compétences, ce n'est pas rien dans la décentralisation. Je crois que beaucoup de collectivités sont demandeurs de cela. J'ai pris l'exemple du logement, je peux rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez. Ce n'est pas un acte anodin que de donner davantage de compétences sur le logement au bloc communal, le PCI et communes, en arrêtant par exemple cette délégation d'aide à la pierre et la remplaçant par une dotation qui donne vraiment les moyens sur place de cette politique-là. Ça ne veut pas dire que l'État
Et c'est ça le vrai partenariat de confiance. Ça ne veut pas dire que l'État se désengage. Ça ne veut pas dire que l'État n'a plus son rôle de régulateur et de solidarité nationale quand on parle de logement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus les dispositifs fiscaux. Ça veut dire qu'on prend davantage en compte la connaissance du terrain par le bloc communal. Ça veut dire que ce qu'on a fait, par exemple, sur le Pinel breton doit être poursuivi. Vous en êtes évidemment particulièrement au fait, voire élargi, si cela marche. Et donc, c'est faire davantage confiance. En tout cas, moi, c'est ma position, et je sais parler au nom du président de la République là-dessus. Faire confiance au territoire, c'est accepter qu'ils connaissent mieux que Paris la réalité de leur terrain. Et je prends l'exemple du logement parce qu'on est dans une aporie, on ne sait pas suffisamment construire dans les zones tendues. Ce n'est pas à monsieur le maire de Toulouse que je vais apprendre cela. Et donc faire confiance au terrain, faire confiance aux élus locaux, et notamment au bloc communal, entre le PLU et le permis de construire, c'est quand même la meilleure façon d'y parvenir, tout en ayant évidemment ce regard sur la fiscalité qu'il faut avoir, la loi SRU et un certain nombre de dispositifs nationaux qui doivent être maintenus. Donc voilà pour répondre un petit peu à votre question. Pardon d'y répondre encore un peu par la fiscalité, mais la fiscalité pour moi est le nerf de la guerre à partir du moment où la Constitution est ainsi faite. Il faut absolument que les collectivités se sentent en confiance sur la parole donnée de l'État, du président, du gouvernement et de la majorité, c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de répéter au début le respect de la parole donnée en 2017. Parce que je sais qu'il y a pu y avoir des malentendus et il faut les dissiper quand on considère qu'ils n'ont pas lieu d'être. Et puis quand il y a des inconnus pour demain, c'est le cas par exemple sur le logement, j'ai parlé de la TFPB, j'ai parlé de la CVAE, il faut aussi être d'une transparence totale et ne pas faire craindre de mauvais procès et faire craindre des ruptures de confiance qui parfois peuvent exister. Et puis, si vous me le permettez, le conseiller régional, cette fois-ci, va davantage vous répondre. Je pense qu'on a beaucoup mieux à faire en co-construction de projets par rapport aux compétences. Voilà. Et nonobstant les périodes électorales qui sont de bonne guerre, et vraiment sans aucune polémique et sans jeter la pierre à quiconque, on aurait tellement intérêt ensemble à co-construire beaucoup plus en amont des politiques publiques communes, là où la compétence appartient à la collectivité, mais là où l'État a un rôle à jouer et ne peut pas se déresponsabiliser, j'ai pris le cas du logement, on pourrait prendre aussi le développement économique. Pourquoi essayer de faire une guerre des chiffres et de la communication sur le plan de relance alors que c'est un formidable outil qu'on a construit par définition ensemble? Donc, là voilà ma réponse. Je pense qu'on a une face immergée de l'iceberg qui marche très bien entre les élus locaux et particulièrement le bloc communal, je le dis parce que j'en témoigne tous les jours. Et puis il y a une face émergée qui fait parfois de la politique plus politicienne que locale, et dont on pourrait probablement se passer collectivement. Et quand je dis ça, je ne vise personne en particulier, je ne dis pas non plus que ça ne vient jamais de l'État. Pour rebondir non pas sur votre dernier propos, mais sur l'avant-dernier, vous avez souligné le fait que le bloc communal, singulièrement, je ne sais pas si je caricature vos propos, mais tenait sa place et son rang. Pour aller peut-être un peu plus loin là-dessus, quelle vision développez-vous, et singulièrement le candidat Macron, sur la place du fait urbain de nos villes, de nos intercommunalités, et notamment l'articulation dans une organisation territoriale par rapport aux départements et aux régions? Dans votre question, il y a le mot « quelle place ». Quelle place? Eh ben, c'est une très bonne question, parce que pour moi, la place, ça doit être tôt, avant d'être dans un schéma et dans un millefeuille administratif et territorial. La place, ça doit être d'abord temporelle. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il ne vous a pas échappé qu'au-delà des thématiques de politique publique classiques, il y avait ce qu'il appelle des chantiers. Chantier de l'école, chantier de la santé, chantier des institutions. Ça s'appelle chantier à dessein, parce que quand on commence un chantier, on se demande avec quel chef de projet on va travailler, avec quels ouvriers, sur quelle temporalité, pour quel résultat final. Le bloc communal, notamment sur l'école, sur la santé, mais aussi dans une autre mesure sur la transition écologique, doit avoir une place centrale dans ces chantiers-là. Centrale. Donc sur 2 chantiers sur 3, déjà, il faut que le bloc communal ait une place absolument centrale dans la discussion, dans la réflexion, là où on veut aller, partage de compétences, quels moyens pour y parvenir. Et il n'y a que comme ça, parce que sinon, quand on est une collectivité, on dit qu'on se retrouve devant le fait accompli, et quand on est l'État, on dit que la collectivité n'y met pas du sien et qu'elle ne veut pas participer à l'effort national. Eh bien, le meilleur moyen d'arrêter ces malentendus locaux, il n'y a pas que ça, hein, j'insiste là-dessus parce que je veux dénouer les problèmes qui existent, mais ça se passe bien dans énormément de cas. Mais quand ça ne se passe pas bien, c'est souvent un problème de concertation ensemble, et la confiance, ben, ça passe par se mettre autour de la table, d'avoir des objectifs communs et de concerter. Cette capacité de dialogue, qui honnêtement a peut-être manqué à tous les gouvernements précédents,
Je sais qu'Emmanuel Macron veut la mettre en place à travers cette nouvelle manière de gouverner sur des très grands chantiers d'avenir qui sont complexes et qui demandent du temps, l'école, la santé et les institutions. Et dans les institutions, vous aurez bien compris que la réflexion sur la décentralisation ne sera pas totalement étrangère. 2 options s'offrent à vous. J'ai bien compris que la question fiscale vous tenait singulièrement à cœur. Donc vous avez, le cas échéant, la possibilité de nous dire à nouveau... Je crois que je me suis exprimé là-dessus. Voilà, comment est-ce que vous voyez l'évolution financière et fiscale, ou si vous le souhaitez, une carte blanche, soit sur un sujet qui vous paraîtrait utile de développer devant les élus que nous sommes, soit le cas échéant en rebond par rapport à des propositions qui sont formulées dans les manifestes de nos 2 associations. Alors, comme j'ai déjà grignoté mon temps pour beaucoup, je vais juste vous dire que maintenant, je crois qu'il faut de la stabilité dans la fiscalité, d'accord ? Nonobstant la suppression de la CVAE, je crois qu'il faut que la TFPB ne bouge pas, en tout cas dans son mécanisme, qu'on continue à faire la réforme sur la fiscalité des bases locatives. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il faut maintenant le maintenir pour créer les bonnes conditions du chantier, parce que si on crée un flou et un autre chantier fiscal par-dessus, ça ne marche pas. La proposition que j'ai retenue et qui me convient particulièrement, il y en avait plusieurs, mais celle dont je voudrais insister, c'est l'aide à l'investissement local. Ne jamais perdre de vue que l'aide à l'investissement local est l'une des clés de la relance après, malheureusement, les crises, désormais. Donc s'il faut mettre plus de moyens en DSIL, s'il faut mettre plus de moyens en DETR, s'il faut mettre plus de moyens dans les accompagnements locaux de l'État, dans les territoires, et notamment sur le bloc communal, pour construire des écoles, pour aller plus loin dans le développement des communes, à titre personnel, je crois qu'il faut y aller, parce que ce qu'on a fait pendant la crise et au lendemain de la crise, après le confinement de 2020, ça a marché. On n'a qu'à voir les enveloppes de DSIL qui ont été consommées pour des vrais projets et des projets qui sont porteurs de croissance collective. Donc voilà la mesure sur laquelle je voudrais mettre l'accent, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer dans vos propositions. Merci à vous. Merci. Il nous reste à vous remettre nos propositions plus détaillées dans leur version intégrale. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice.